Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast D'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour, Dr. Lynn Deshôtels, comment allez-vous? Ça va bien, Francis? Yes, très content et heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je sais que vous êtes très occupé en étant médecin, entre autres propriétaire aussi de clinique. Donc, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Francis. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Yes. Puis pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais faire une petite introduction. Si vous voulez rajouter quelque chose aussi après, c'est bien parfait. Mais vous êtes médecin. Oui. Propriétaire, comme je disais, de cliniques, d'un réseau de cliniques privées qui est dans la médecine intégrative et évolutive, qu'on parlera tantôt, qu'on appelle le CMIE, dont il y a une clinique à Brossard aussi qui est tout proche d'ici. Oui. Vous êtes conférencière, vous avez une mission aussi beaucoup dans la recherche et l'éducation, on va en parler tout à l'heure. On vous voit dans plusieurs collaborations à la télé, à la radio. Vous avez aussi écrit un livre, un co-auteur avec Isabelle Luot qui s'appelle « Mieux vivre la ménopause ». Et aussi participé au documentaire de Véronique Cloutier, l'automéno. Oui! Fait une grosse introduction, mais... Ça fait une grosse introduction, mais ça résume bien l'ensemble de mes activités en ce moment, dans le parcours de ma vie aussi, que ce soit ma vie professionnelle ou personnelle. Puis j'aimerais ça savoir un petit peu sur justement le réseau de cliniques que vous avez. C'est quoi la différence? C'est quoi intégrative et évolutive? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup le E pour évolutive parce que dans la vie, il n'y a rien qui est statique. Hein? Mm-hmm. On évolue tout le temps. Ouais. Alors, au début, ça ne voulait pas dire ça, mais on est content aujourd'hui et maintenant de savoir que ça s'applique très bien dans le contexte actuel. Alors, la médecine intégrative, là, Francis, c'est d'intégrer des approches complémentaires. Il n'y a pas une façon de traiter ou de soigner une personne. Mm-hmm. Il faut adapter ou repartir de la personne puis voir, hey, comment on pourrait mettre en collaboration ou des approches complémentaires pour améliorer sa situation, que ce soit la maladie ou garder sa santé. Alors, c'est beaucoup, beaucoup orienté vers travailler avec d'autres professionnels de la santé et vers la santé. Ouais, c'est ça. Donc, de ne pas juste pratiquer une médecine d'intervention, mais pratiquer une médecine de prévention. Donc, agir avant que les dommages arrivent. Alors, c'est bien plus, je te dirais, valorisant de permettre aux gens de garder leur santé plutôt que d'intervenir. Mais on va toujours être là en médecine pour intervenir. Alors, il y a eu beaucoup de changements de philosophie au cours des années, mais on a mis beaucoup, beaucoup la médecine, qu'on dit conventionnelle, dans un carcan de faire des diagnostics. On traite selon des critères diagnostiques. Mais doit-on vraiment pratiquer cette médecine-là ou plutôt repartir de la personne puis s'adresser aux causes? Qu'est-ce qui a causé la situation? Et là, quand on parle de cause, on parle de médecine fonctionnelle. C'est quoi la médecine fonctionnelle? Puis j'aime ça apporter la distinction. On est parti de médecine intégrative, mais la médecine fonctionnelle, c'est du mind, body and spirit. OK? Donc, on doit considérer de faire un peu l'enquêteur puis de dire, hey, c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui est arrivé pour arriver à la situation soit de la maladie ou d'un grand déséquilibre? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la santé? Donc, on va s'adresser aux croyances aussi, aux perceptions, on va s'adresser aux symptômes physiques. Mais surtout, on va analyser pour essayer de dire « Hey, il y a quelque chose qu'on peut faire pour rééquilibrer le tout. » Et ça teinte toute ma pratique. Puis ça, dans le fond, c'est que c'est la grosse différence, c'est ça, c'est que vous êtes tous en prévention puis en collaboration avec plusieurs autres professionnels pour la santé. Absolument. Puis c'est quoi le genre de professionnel, là? Bien, on peut avoir toutes sortes de professionnels. On peut avoir des kinésiologues, on peut avoir des psychologues, des massothérapeutes, des ostéopathes, des naturopathes. Je trouve qu'il faut valoriser ces professions-là,
les professions santé, parce que c'est des gens qui ont quand même un bagage, ils ont quand même beaucoup à apporter, puis on ne peut pas être expert dans tout. Non. Alors, il faut reconnaître la compétence et l'expérience de chacun et utiliser la force de chacun pour mieux accompagner, guider les patients. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'on est des guides, des médecins. On n'est pas là pour décider. On est là pour guider. Alors, notre devoir, c'est aussi d'être à jour dans les connaissances qui évoluent. Hein? On nous demande de pratiquer dans un cadre donné, mais il y a toute l'expérience, il y a toute la relation avec le patient. Il faut commencer à repartir des gens et se poser la question, pourquoi on est là? Alors, j'apporte ce point-là dans notre entrevue. Oui, c'est ça. Puis... Parce que il faut repartir de la base. Il faut repartir du monde. Il faut arrêter de penser qu'on sait tout. Puis, il est où le patient là-dedans? Moi, je vais parler de patient parce que je suis médecin, là, mais ça peut être un client, ça peut être un patient, ça peut être une personne. Mais il faut repartir de la personne parce que chacun, on a des besoins. Donc, ça teinte aussi notre pratique vers une approche personnalisée. On tient compte de l'individu, de ses besoins, de son environnement, de ses relations, de où il est rendu dans sa vie. Donc, il y a un grand respect de qui on soigne. Alors, c'est pas qu'est-ce qu'on traite, c'est qui on soigne qui est important. Puis c'est quoi la différence? Mettons, on dirait, moi, je connais plus la clinique, on va dire standard. Tu sais, t'arrives, tu vas voir ton médecin, t'as un problème, tu prends 5 minutes, puis là, il regarde ça, puis après ça, tu vas le revoir. Est-ce que vous, c'est le même principe dans la clinique ou vous approfondissez l'humain, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait? Ben moi, comme médecin, je suis dans une approche très, très... premièrement, on est au privé. Puis c'est pas d'être au privé ou au public, c'est d'avoir du temps avec le patient. Vous avez plus de temps en privé. Oui. Puis de pratiquer une médecine qui s'adresse à la personne, bien, c'est sûr que ça prend plus de temps. Fait que quand on décide d'aller dans la médecine privée, c'est entre autres pour retrouver notre profession de médecin, c'est-à-dire la relation avec le patient. Puis c'est aussi de prendre le temps de bien connaître la personne. Donc, c'est une médecine qui est beaucoup plus relationnelle. Alors, j'utilise ce mot-là parce que c'est pour ça que je suis là. Et on a aussi des médecines d'intervention dans notre clinique. Hein? La première ligne va toujours avoir besoin de première ligne. Quand on parle de première ligne, c'est que j'ai un problème de santé, j'ai besoin d'être vu rapidement, donc traiter aussi des problèmes de santé qui viennent d'arriver, des urgences, ça fait partie de la vie aussi. Diabète. Ben oui, parce qu'on est rendu là. Puis il faut avoir le respect de où les gens sont rendus. Tu sais, aller vers la santé, ben c'est pas tout le monde qui est rendu là non plus. Fait que ça prend toutes sortes de façons d'agir et d'interagir avec la clientèle, les patients, pour répondre à leurs besoins. Fait qu'on a plusieurs types d'approches. OK? Fait qu'on a des urgences, mais on veut garder l'aspect humain au CMIE. Je pense que la signature du CMIE, c'est qu'on reste axé sur l'humain. C'est une approche humaine. Donc, dans une société où l'humain a-t-il encore sa place? Hein? On a jasé avant de faire l'entrevue, puis j'accueille cette entrevue-là, mais aussi votre philosophie d'entreprise m'a beaucoup impressionnée. C'est un peu comme ça, nous autres aussi, qu'on agit au CMIE. Je te disais que j'avais créé, je bégaye parce que je suis un peu plus émotive, mais ça fait partie de ma personnalité. Ben oui. J'ai géré ça comme une famille. Mais la famille, c'est pas juste les employés, les médecins, les professionnels de la santé, c'est les patients. C'est leur clinique. Hein? Wow. C'est grâce à eux si on existe. Ben oui. Hein? Ils viennent nous voir. Il y a une facturation qui est là. Hein? C'est une entreprise, mais c'est leur clinique. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Puis je dis souvent aux patients, parce que, tu sais, on a une philosophie au Québec, le médecin de famille. J'ai dit, on n'est pas votre médecin, on est votre équipe santé. Au CMIE, c'est une équipe santé. OK? Donc, chaque individu fait partie de l'équipe, dont le patient partenaire. Ça aussi, ça fait partie. Oui, c'est lui qui va décider. Donc, il faut, dans cette approche-là, l'approche que moi, je préconise dans ma pratique de tous les jours, c'est aussi d'impliquer le patient dans son
plan de traitement, dans ce qu'il veut avoir de notre part, où il veut s'en aller, une part de responsabilité face à sa santé. Ben, il voit un exemple de ça pour dire c'est quoi que le client peut pas choisir, mais tu sais, c'est quoi qu'il peut décider comme patient. Bien, premièrement, dans notre approche, quand on parle de médecine préventive ou, bon, de tous les programmes qu'on a au CMIE ou les approches qu'on a un peu dans nos champs d'expertise, on a des questionnaires cliniques. Et à travers les questionnaires cliniques, on va chercher des renseignements, mais on fait réfléchir les patients. Donc, il y a tout un volet éducationnel qui vient avec la consultation. Alors, ils sont avec nous, les patients, on jase. Moi, je leur apporte des petites brides de connaissances. Alors, quand tu deviens conscient de ce qui se passe dans ton corps, que tu apprends à t'observer et qu'on te donne des connaissances, la conscience et la connaissance, ça te met en pouvoir. Ben oui. Ça te met en pouvoir de dire « Hey, je pense que je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Et qu'est-ce que je peux faire? Bien, en ayant eu des pistes de solutions. Alors, il devient son propre médecin. Il décide. Ben oui, Tu sais, en connaissance de cause. Puis je pense aussi qu'il doit y avoir beaucoup, tu sais, que ce soit maladie physique et ou mentale, mais qu'on peut... C'est dans notre corps, quand il nous parle, il y a moyen de régler ça sans nécessairement un traitement ou... Tu as bien raison. Alors... c'est une autonomie, mais il faut décider aussi d'avoir des bonnes habitudes de vie. Souvent, quand on parle de prévention ou de santé, il faut revenir en arrière puis analyser qu'est-ce qu'on fait pour garder notre santé ou rester en santé. Et le premier facteur de santé, c'est les habitudes de vie. Hein? Ce qu'on mange, ce qu'on bouffe, c'est important. Avoir de l'activité physique, avoir un bon sommeil, puis une bonne gestion du stress, c'est la base au niveau de ce qu'on peut faire. Donc, on a des choses à faire en tant que patient. Oui, clairement. Et alors, puis par la suite, ben si ça ne fait pas l'affaire, ben il y a plein d'affaires plein d'affaires, ça fait bien des affaires que j'ai dit. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour garder notre santé puis être en santé. OK? Et c'est notre rôle aussi en tant que professionnel de la santé, que ça soit médecin ou autre, d'amener cet aspect-là. Donc, ça amène aussi un aspect de responsabilité. Alors, on nous a appris en médecine tout le temps à dire on va prendre en charge. Moi, j'aime pas bien ça, cette expression-là. On prend pas en charge. Hein? On responsabilise le patient sur sa santé. C'est le patient qui prend sa santé en main. Et c'est cette façon-là qu'on veut inculquer dans notre approche, entre autres au CMIE. On est tous différents. Par contre, on a des façons de le faire différentes. Et je suis dans le respect aussi des professionnels de la santé. Et j'essaie de permettre à chacun de développer ses champs de pratique aussi ou ses champs d'expertise. On favorise ça dans l'entreprise parce que je ne suis pas là pour être le big boss. Oui, c'est ça. Pas du tout. C'est la famille que tu disais un peu tantôt. C'est la collaboration de tout le monde ensemble. Oui, puis le respect. Le respect des différences aussi. On parlait de santé tantôt. Tu sais, je te disais qu'il y avait des pôles dans la santé. Oui, oui. Hein? Alors, il y a 4 pôles de la santé. Il y a les habitudes de vie, il y a le lifestyle. On pourrait dire que ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est le premier facteur santé. Mais si on parle de l'individu, la santé d'un individu, il y a le pôle intellectuel, hein? Il y a le pôle spirituel, il y a le pôle émotionnel et il y a le pôle physique. Okay, des 4 piliers de la santé. On ne peut pas dissocier ça. On est un tout. Hein? On va parler de santé globale, on va parler d'approche personnalisée. On ne peut pas dissocier un être humain. Ben non, ce qu'on croit va influencer notre santé. Ce qu'on vit va influencer notre santé. Ce qu'on ressent va influencer notre santé. Et qui on est, notre structure, notre génétique, va influencer notre santé. Mais avec des bonnes habitudes de vie, on peut tout moduler ça pour rester en santé. Et ça, c'est le message que je veux passer. Puis dans ces 4 pôles-là, est-ce que
J'aimerais ça avoir peut-être un exemple là, dans chaque pôle. Tu sais, concrètement, ça ressemblerait à quoi? Concrètement, si on parle de physique, tu sais, physique, c'est facile. On va parler de l'aspect physique. Ouais. Hein? Quand on ressent une douleur ou un malaise, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça, Ouais. c'est le plus facile. Mais un choc émotif va apporter des déséquilibres dans ton corps, va te déstabiliser. Tes pensées peuvent programmer ta santé, tes cellules. Hein? Ouais. Si tu es toujours dans le négatif, tu vas amener un stress dans ton corps et au niveau cellulaire, ça peut se traduire par un cancer éventuellement ou autre. Donc, chaque chose, les croyances, de voir la vie, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tu vas avoir une perception de la vie qui va être beaucoup plus positive, beaucoup plus de chances d'être en résilience face à ce qui t'arrive, moins de victime, plus en pouvoir décisionnel face à ta vie. Et ça se travaille, ça se module. C'est pas vrai qu'on est dans un carcan qui n'évolue pas. On a des décisions à prendre. On peut regarder le passé, rester prisonnier du passé, mais on peut se dire à partir de maintenant, moi, c'est l'avenir qui compte. Puis est-ce que vous voyez ça comme des patients qui sont plus ou moins conscients de leur corps ou de leur esprit? Ben oui. Puis avec vous, ils prennent ce petit... Des fois, c'est une petite action là, qui t'amène vers cette conscience-là de dire c'est vrai que j'ai des choses à prendre en main. Tu sais. Tu vois, c'est intéressant que tu amènes ça parce que ma pratique, elle a évolué. Hein? Tu sais, quand on sort de l'école, on pense tout ça. Bien, plus on étudie, plus Puis moi, je suis une curieuse éternelle, une étudiante éternelle jusqu'à temps que je parte les deux pieds devant. Oui. Je suis toujours en train d'apprendre. Mais plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu n'en sais pas beaucoup. Ouais, Et que ce qu'on sait maintenant sera peut-être plus vrai dans 10 ans non plus. Puis ça, il faut se préparer à ça parce que la science, la connaissance évolue à une vitesse grand V actuellement, mais redonne beaucoup plus de pouvoir à l'humain. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi. Et c'est un petit peu quand j'interviens auprès des patients que j'ai changé ma façon de pratiquer pour revenir à ta question. Si je veux plus prendre l'autre sur mes épaules, j'ai plus à décider. Donc, c'est d'intervenir avec des petites phrases, avec des façons pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vivent intérieurement. C'est tellement beau voir quelqu'un qui devient conscient. Il devient en meilleur pouvoir sur sa santé, sur sa vie, sur comment il veut qu'elle soit sa vie. Et c'est un peu ça, les petites graines qu'on sème à travers nos consultations. Puis ça, c'est dans la façon de faire. Mais ça vient avec l'expérience. Oui, c'est ça. L'expérience professionnelle, mais l'expérience de vie. Ouais. Si je parle comme ça aujourd'hui, Francis, parce que ma vie n'a pas été toujours un chemin pavé de roses. Non, j'imagine. Hein, vous avez dû avoir quelques défis à travers ça. J'ai eu des gros défis, mais je remercie la vie d'avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Tu sais, il faut avoir une gratitude envers ce qu'on vit. Des fois, on réagit, hein, on est fâché, on n'est pas content, on se dit « pourquoi ça m'arrive? » On est un peu la victime. Mais quand on regarde ça avec un regard de spectateur et non un regard d'acteur, on accueille ce qui se passe dans notre vie, on accueille ce qui se passe dans notre vie et la vie nous fait signe et nous dit quoi faire. C'est vraiment curieux. On appelle ça la synchronicité. Je ne sais pas si tu crois au moi principe. j'adore ça. Oui. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux. Hein. Ça fait drôle qu'un médecin explique ça. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de ma vie. Et c'est ça. Je pense que d'être conscient, c'est bien important. Puis on ne peut pas retourner en arrière. Puis ça, je serais curieux, j'imagine ça doit être un de vos défis, là. Est-ce que vous avez eu des jugements ou des... qu'est-ce qu'elle fait? Ou c'est quand même une pratique qui est différente que dans un monde un petit peu plus, on va dire, spirituel, on comprend plus cette approche-là, mais on dirait que dans pas la normalité, mais si on veut dans les standards, c'est moins standard, quand même comme approche. Là. Mais je pense qu'il va falloir y revenir à ça, là, parce que la vie, c'est pas la vie, c'est pas dans un carcan fermé. Hein. La vie, il y a des situations. Il faut avoir une certaine souplesse, il faut avoir une ouverture d'esprit. Puis oui, j'ai été jugée de toutes sortes de façons. Premièrement, à la médecine privée. Deuxièmement, je suis un entrepreneur.
En fait, puis je suis un médecin qui pratique une médecine de milieu. Je dénigre pas les approches conventionnelles, c'est important. Souvent, Ben les oui. humains sont rendus là. La prévention puis la santé parfaite, c'est pas très présent dans notre société actuellement, où on est bombardé de stress au quotidien, où on ne mange pas toujours adéquatement, où on a aussi des enjeux environnementaux, des changements climatiques qui influencent notre santé. Il faut commencer à être conscient que ça influence tout. Et la médecine doit évoluer. Doit utiliser aussi des approches autres parce que les connaissances sont là. Tu sais, la résistance au changement, je vais te dire ça, là, parce qu'on nous a formés et nous, on applique des recettes ou on est dans un carcan qui veut qu'on pratique une médecine qui est plus conventionnelle. Mais là, il faut retourner à l'expérience du terrain, il faut retourner vers les humains parce que c'est ça la vraie vie. C'est pas ce qu'on nous apprend dans les livres ou oui, la science, il y a différentes façons de faire de la science aussi, mais la science de l'observation, c'est riche. Surtout quand tu observes et que tu vois que ce que tu fais aide, ça fait avancer. Alors, l'expérience au service de la science, les deux ensemble, moi j'appelle ça souvent le living lab. Ce que je fais, là, j'apprends des patients. J'apprends à observer. J'évolue dans ma pratique, dans mes façons de faire les choses. J'ai élaboré des protocoles. J'ai travaillé très fort à faire avancer la connaissance aussi, parce que je viens du milieu de la science. Tu ne l'as pas mentionné nécessairement, mais moi, j'étais en sciences avant d'être en médecine, là. Fait que ça teinte toute ma pratique, c'est sûr, ma curiosité scientifique de toujours me poser des questions depuis que je suis toute petite aussi, là, que je savais pas, là, mais j'étais bien fatigante, Francis. Puis même en médecine, j'étais fatigante. C'est ça. Mes mentors, là, je posais toujours la question de où est-ce qu'elle sort, elle. Là, j'accueillais pas les affaires sans me poser de questions. Fait que ça teinte aussi mon évolution puis ma pratique médicale. Puis quand j'ai découvert la médecine intégrative au début des années 2010, ben depuis ce temps-là, ben j'essaie de mélanger toutes les approches pour mieux répondre aux besoins des patients. Mais justement, c'est pas un petit peu difficile dans votre cas, dans le sens que, tu sais, de jumeler ce qui est vraiment scientifique, il y a des faits, c'est prouvé, puis d'un autre côté, il y a des trucs qui sont quand même plus spirituels, il y a moins de faits, tu sais, moi j'y crois, puis je suis beaucoup là-dedans, mais quand tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un avec des faits, c'est toujours plus difficile que de quelque chose de scientifique, tu sais. Oui, mais c'est quoi la vraie science? Ça, c'est une très bonne question. C'est quoi la vraie science? Celle qu'on nous fait croire qui est de la science ou celle de l'observation de la réalité? Parce que quand on fait des projets, on compare à des placebos. Il y a différentes façons. Hein. Moi, je viens du milieu de la science fondamentale expérimentale et c'est pas la science de développer vis-à-vis. Je te dirais là, que c'est plus d'essayer de comprendre ce qui se passe. OK? Alors, oui. C'est d'essayer de comprendre les mécanismes, c'est d'essayer de répondre à des questions. Alors, il y a différentes façons de faire de la science. Je dis pas que c'est mauvais parce qu'on a bien avancé la connaissance de toutes sortes de façons, tu sais. D'ailleurs, c'est ça, hein, je suis dans le milieu. Je peux pas dénigrer. Toute chose est bonne. Toute chose a sa raison d'exister. Si elle est là, c'est qu'elle est bonne. Exactement. Et ce qui nous arrive est parfait. Oui. Même si c'est difficile, c'est là pour une raison. C'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Alors, oui, c'est un défi dans un milieu très, je te dirais, assez rigide. Parce que, oui, on veut contrôler. Hein? On est dans une société de contrôle. Alors, quelqu'un qui veut innover, quelqu'un qui est un peu artistique, même comme médecin, dans sa façon de faire, ben se fait regarder un peu. Mais c'est à nous de faire les choses en montrant qu'on les fait bien, en montrant qu'on a quand même une rigueur et on montre tranquillement le chemin du changement en utilisant tout ce qu'on peut. Les approches conventionnelles ont leur place, les approches complémentaires ont leur place. Alors, toute chose est bonne, ça dépend à qui on s'adresse. Et c'est l'unicité, c'est l'individualité, c'est l'approche personnalisée.
Oui, c'est difficile. Je te dirais pas que ça Ben n'a pas oui, été c'est sûr, difficile. c'est Ça a sûr. été jalonné de stress. Quand tu es une pionnière, ben il faut que tu acceptes que tu es en Ouais. avant. Ça doit Puis l'être que encore, là. Ah oui, C'est puis encore que tu vas te difficile, faire là. tirer des fusils, des flèches, puis juger, puis Ah, des ouais. fois ça fait mal parce que tu le fais avec ton cœur, puis tu le fais pour le bien des autres, pas pour... Puis tu t'oublies souvent. Puis comme entrepreneur encore plus. Ouais. Comme médecin, hein, on a tendance à toujours penser aux autres Ben ou oui, comme c'est être sûr. humain. Hein, il y en a que c'est leur vie hein, de penser aux Les autres. autres, ouais. Mais comme entrepreneur aussi, puis je te dirais là que je suis rendue à l'étape de ma vie à 60 ans, parce que j'ai 60 ans maintenant. Je te disais tantôt que j'étais à la saison de ma 3e saison, parce qu'il va y en avoir d'autres. Ben oui, il faut. Je suis rendue à transmettre. Ouais. Montrer ce que je sais, partager mon expérience pour que d'autres, ça serve. Ça serve à d'autres à se mettre au monde, à comprendre, à peut-être rendre ça un peu plus facile pour d'autres aussi qui veulent aller dans cette direction-là. Alors, c'est ça que je porte. Ouais. Puis je trouve ça fantastique d'avoir des gens comme vous qui, justement, qui vont prendre un petit peu les critiques, les jugements, mais pour évoluer aussi comme société, comme personne, comme patient. Je trouve ça fantastique que vous ayez cette mission-là aussi de transmettre ça. Tu sais, Francis, aussi, pour moi, la profession médicale, c'est une des plus belles professions au monde. Mais on a un rôle, on ne sait pas tout. On a un rôle aussi d'accompagner, de guider nos patients vers leur solution. Dans le sens que c'est aux patients de voir qu'est-ce qui doit être fait en termes de... comment je pourrais te dire? Il faut arrêter de décider, il faut arrêter de penser qu'on sait tout. Ouais. OK? Faut essayer de rendre le patient, puis laisser le patient... Quand on apprend à écouter, je vais être un peu plus claire dans ce que je veux avancer, quand on apprend à écouter, entendre, c'est le patient qui nous dit quoi faire. Mais pour ça, il faut prendre le temps avec le patient. Si on s'est questionné, on sait ce qui ne va pas. Fait que si on apprenait à être plus à brancher sur l'autre, à entendre ce qui se passe, mais il faut le questionner aussi, là, ben on serait des meilleurs soignants, des meilleurs... on répondrait aux besoins du patient ou même savoir quoi prescrire. Ben oui. Comme médecin. Parce que c'est ça, il y a aussi tous les patients, réagiront pas pareil au même traitement. Fait que ça aussi, c'est difficile. Puis tu sais, on s'en va aussi dans une médecine je dirais, de microdosage. Qu'on a de moins en moins de besoin d'avoir des médicaments à haute dose avec des risques d'effets secondaires. Bien, de respecter la loi de la nature, de respecter le besoin qu'on dit, entre guillemets, physiologique. Ce que le corps a de besoin pour bien fonctionner, être en équilibre. Ça, c'est le principe de toute ma médecine. Être en équilibre. Trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. On parlait d'équilibre. Ben, l'équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle. C'est un défi dans une vie. Oui, c'est un défi. On tend vers l'équilibre. Mais dans les principes de médecine chinoise, quand tu es en équilibre, t'es mort. T'es mort, oui, c'est ça. Oui, parce que c'est quasiment impossible. Ça bouge. Ouais, ben oui. C'est ça la vie, c'est ça qui est le fun. Tu sais, l'image là, du funambule sur le fil, c'est un peu ça, là, d'essayer de garder notre équilibre. Et c'est un défi d'une vie. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai fait des choix comme professionnelle de la santé. Je suis restée au Québec, premièrement. Tu sais que quand je suis devenue médecin, je voulais devenir médecin sans frontières. Ah ouais, là, non, je suis rendue que je fais de la pas. médecine privée au Québec, mais j'ai bâti avec le CMIA en devenant entrepreneur. Tu sais, les gens me disaient « Ah, tu savais dans quoi tu t'embarquais? Tu peux rire. Hein? Oui. On ne sait pas dans quoi non, on s'embarque. Non, on le ferait pas sinon. On le ferait pas. On le ferait pas. À quel prix? Ouais, c'est ça. C'est pas juste une question d'argent. C'est une question d'investissement de temps. Ben oui, et un défi d'équilibrer aussi. Parce que souvent, c'est une passion. Moi, la médecine, c'est une passion. Mais j'ai réalisé il y a 2 ans que ce que j'avais fait en créant le CMIE, oui, c'est une entreprise en santé au Québec,
Mais j'ai créé le milieu dans lequel je voulais travailler en devenant médecin, en restant au Québec. Je voulais travailler dans un milieu comme ça. Fait que dans le fond, là, j'ai investi temps, énergie, santé, vie personnelle dans le développement d'un milieu dans lequel je serais heureuse et contente de pratiquer comme médecin au Québec. Alors, c'est ça que j'ai fait. Mais je ne le savais pas. Je l'ai découvert très, très, très récemment. Oh, wow. Puis, j'espère que ça va servir de modèle de changement. Puis tu sais, à travers mon évolution, j'ai toujours souhaité un partenariat avec le public. Moi, j'ai toujours parlé qu'on devrait travailler main dans la main, puis arrêter de dire c'est soit un ou l'autre. Alors, il y a des choses qu'on pourrait faire, il y a des solutions qu'on peut apporter à travers ce chemin de Compostelle-là, ce chemin de croix-là des 12 dernières années de ma vie. Ça fait 16 ans que je suis au privé, mais ça fait 12 ans que le CMIE existe. Ça fait 14 ans que je me suis mariée avec moi-même. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça que ça serve. Parce que j'ai des constats, j'ai eu des réflexions, j'ai eu des prises de conscience que je veux partager. Peut-être avec des gens qui ont du pouvoir politique. Tu sais, on est dans une ère de changement, on est dans une ère de transition. En tout cas, la volonté est là. Ben oui. Mais comme tu sais, c'est difficile le changement à porter. Et puis, bon, notre système de santé, c'est un gros mammouth qui est difficile à bouger. Mais il y a des solutions. Puis il faudrait travailler ensemble. Ben oui. Puis je pense que c'est vous que j'ai entendu dire que vous ne pouvez pas travailler dans le privé et le public. Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça a été une grosse décision. Oui, quand même. C'est quoi qui fait ça? C'est des lois. C'est des lois, mais des lois, ça change. Oui, ben oui, clairement, vous êtes là pour changer des lois. Ah oui, puis dans mon futur livre, là, j'ai quand même parcouru, ça va être documenté, là, des lois qui servaient à changer ou à apporter des améliorations depuis les 40 dernières années, depuis le régime d'assurance maladie du Québec, qui devrait s'appeler le régime d'assurance santé du Québec, à mon sens. Ça serait plus positif. Alors, il faudrait investir dans la prévention de la santé. Oui. Mon modèle des 5P, partenariat privé-public, patient-prévention. Wow! Hein? Si on investit dans la santé, ça coûte beaucoup moins cher que la maladie, Francis. Ben oui. OK? Alors, si on responsabilise les patients, parce que c'est pas une gratuité, hein, c'est nos impôts qui payent pour ça. Alors, il y a une responsabilité gouvernementale, mais il y a une responsabilité des patients vis-à-vis de leur santé. Fait que ça a eu du bon, parce que ça a donné une accessibilité quand même à des soins. Puis, on doit protéger ce qui reste de ça parce qu'on est chanceux quand même d'en avoir un régime d'assurance maladie, santé du Québec. On est chanceux. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il survive? Parce qu'il est bien magané. Puis, faut pas toujours voir le négatif de ce qui... On vit dans une société, on est gâté. On est chanceux au Québec. On a quand même une belle qualité de vie. Mais on ne doit pas laisser aller les choses à se dégrader à un point tel qu'on va tout perdre. Ce pourquoi on se bat depuis des années. Alors ça, c'est un autre message que je veux passer. Puis il faut voir le positif des choses, puis il faut commencer à arrêter de critiquer un et l'autre. La société québécoise, elle est dure. On est dur envers nous-mêmes. Il faut encenser, il faut reconnaître, il faut honorer les bâtisseurs d'ici, il faut les encourager. Parce que le risque dans tout ça, c'est qu'il y a une exode vers le privé pour pouvoir retrouver une certaine liberté professionnelle, parce que c'est un carcan de contrôle. Fait qu'il faut relâcher un peu le contrôle puis permettre aux gens d'être qui ils sont, puis pratiquer ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être dans des accords avec ses valeurs pour être malade. Il faut être en accord avec qui on est. Quand ça diffracte trop à l'intérieur, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes d'anxiété, santé mentale, un peu mal partout, puis qu'on risque de verser vers la maladie. Il faut se respecter. Vraiment. Puis je pense que c'est aussi ça qu'on fait avec nos entreprises qui nous aident à savoir c'est quoi l'alignement qu'on veut avoir, puis on le crée. Mais c'est ça qui est difficile après ça, l'alignement de
tout le système, c'est quand même gros. Puis les lois, ils ont toujours arrivé pour une bonne raison. C'est une bonne intention. Mais on dirait qu'on oublie de revenir voir à l'arrière. C'est-tu encore nécessaire? C'est-tu encore bon? Tu sais? On peut toujours revenir en arrière. Ben oui. On peut toujours se re-questionner. On n'est pas obligé d'alourdir puis d'épaissir le crémage du non-sens. OK? Parce que là, ça prend des proportions qui n'ont plus d'allure. On doit on doit revenir à la simplicité. On doit revenir sur le terrain. Je pense qu'il y a une volonté, mais c'est quelque chose. Ouais. Peut-être avoir des groupes de discussion puis simplifier ça, faire du ménage aussi. Parce qu'il y en a du ménage à faire. Tu sais, on parle de ça, là, mais moi, je vis cette réalité-là à petite échelle en étant un entrepreneur. Je vis les mêmes problèmes. Ben oui. J'ai peut-être moins d'embûches parce que j'ai pas de syndicat ou de ci ou de ça. Ils ont eu leur raison d'être. Mais là, il faut se repositionner puis se re-questionner sur qu'est-ce qui est encore nécessaire. On doit toujours être dans la peur aussi. On nourrit la peur. Hein? Si tu prends une décision puis c'est pas en ligne avec la majorité, attention. Fait que ça aussi, la peur, là, c'est pas très bon pour la santé. Non. Pas pour la santé d'un système, pas la santé non plus d'une population, d'une culture. On est beaux, les Québécois, mais il faut croire en qui on est. Puis arrêter de se regarder le nombril ou de se regarder l'autre puis d'envier l'autre. Il faut s'encourager les uns les autres à continuer d'avancer. C'est un petit peu politisé, là, mon discours, oui, mais c'est vrai, c'est un constat de société aussi. Oui, puis clairement, c'est de changer comme dans tout. Là, c'est un petit pas à la fois qui va faire changer les croyances, les perspectives à tout le monde. Là. Oui, puis c'est plus le temps de provoquer, de critiquer ou d'aller en guerre. Non. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est de montrer le chemin de la différence puis du changement, puis de montrer, hey, ça marche. Ben oui. Alors, c'est d'être un exemple, puis de pas non plus dénigrer les gens qui pensent différemment ou ils sont dans leur réalité. Il faut respecter ça. On n'est pas tous au même point dans la vie, puis on n'a pas toutes les mêmes croyances, puis on a le droit d'être qui on est, puis de croire en ce qu'on croit. Fait que c'est ça. C'est le respect de l'autre dans la différence avec soi. Puis comme médecin, encore plus. Puis tu sais, moi, je sais pas si vous connaissez un peu le concept des spirales dynamiques, mais c'est un concept que ça fait pas longtemps que j'ai pris connaissance. Puis il y a quelqu'un qui est Francis Gendron, il est venu en parler ici au podcast. Puis tu comprends que toutes les personnes, peu importe t'es où dans la société, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ben tout le monde a sa force, il amène quelque chose, puis tout le monde a son défaut aussi. Fait que même des fois, tu sais, entrepreneur, des fois ça a l'air bien beau, c'est le fun, puis t'avances, mais il y a toujours un autre côté de la médaille à ça. La personne qui est plus dans la structure, ben c'est super bon, mais il y a un autre côté de la médaille. Fait que de comprendre ça, que tout le monde amène quelque chose, c'est ce que vous dites, faut s'aider, collaborer, au lieu de dire lui il est pas bon, moi je suis meilleur, tu sais. Absolument. Ouais. On n'est pas obligé d'être en rapport de force dans la société parce qu'on a tous besoin les uns des autres pour faire une société. Puis on a des rôles complémentaires. Moi, la loi de la spirale, c'est la loi de la vie. Si tu n'as pas compris quelque chose, ça va revenir. Oui, clairement. Ça va revenir, puis tu vas faire un autre petit pas en avant. Ouais. Que moi, je l'ai vécu à travers ma vie, depuis que je suis tout petite, à travers l'aventure de la médecine, de la science, mais chaque chose que j'ai fait de moi qui je suis aujourd'hui ou que j'ai vécu. Et j'accueille avec gratitude qui je suis aujourd'hui parce que j'ai grandi, parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé. Puis je trouve que je suis une meilleure personne. Fait que ça, tout le monde l'a à l'intérieur de soi. Mais on n'est pas toujours en capacité de décider puis c'est pas toujours clair. Fait que le rôle d'un médecin ou d'un professionnel ou d'un ami ou de quelqu'un dans notre vie, c'est un petit peu de nous faire le reflet puis de nous rendre conscients ou de nous permettre de voir clair à l'intérieur de soi. D'être connecté à soi. Moi, j'appelle ça la connexion à soi ou la connexion à l'autre. Hein. Être connecté, c'est important. Clairement. Puis, tu sais, il y a Marcel qui nous a mis en contact, qui dit aussi tout le temps,
tout sert, la vie est parfaite. C'est un peu ça aussi. Absolument. Tout a été là. Oui, on a des embûches, des défis, mais ça fait que tu deviens la personne que t'es, puis t'as à vivre ces défis-là pour une raison dans ta vie. Tu sais, on est souvent trop pris dans nos réalités. On est... Puis ça, j'amène ça dans le podcast. Faut apprendre à être spectateur plus de notre vie. Parce que souvent, on est pris dans l'action, on est en réaction face à ce qu'on vit, ce qui est peut-être humainement normal là, d'avoir la réaction, mais ça fait qu'on prend souvent des décisions qui ne sont pas les bonnes, ou on va tomber dans l'anxiété ou dans la colère, puis on va être en réaction. Mais si on prenait un pas en arrière, puis qu'on devenait un peu plus spectateur, on accueille ce qui se passe. Puis souvent, on n'a même pas besoin de prendre une décision. Ouais. Elle se prend toute seule. C'est un peu aussi comme dans l'avion. Hein? Si tu fais pas, tu ne sauves pas ta peau, là, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre. Si tu ne mets pas le masque à oxygène s'il arrive quelque chose sur toi, ben, tu ne pourras pas aider l'autre à côté de toi. Ouais. Fait que c'est des principes. Il faut apprendre à être sauveteur, puis à se sauver soi-même aussi, d'une certaine façon. C'est ça qui est... Pour pas se noyer avec les autres. Oui, exactement. Fait que, alors qu'on essaye souvent d'être sauveur, on essaye souvent d'être, tu sais, la sympathie plutôt que l'empathie, mais tu sais, c'est des principes d'humains, là, qui doivent être compris pour être mieux avec soi-même. Puis j'aimerais ça, justement, parlant de mieux avec soi-même, là, vous avez parlé... Dr. Lynn s'est mariée avec elle-même. Ça veut dire quoi, oui, ça? Puis, tu sais, on a découvert ça à travers un autre podcast. Je ne suis pas la seule qui a fait ça. ça a fait un tollé autour de moi. J'étais je vais te raconter l'histoire parce que ça vaut la peine. J'étais à un moment donné à la clinique en train de pratiquer. J'avais peut-être 47 ans, puis à l'époque, j'avais une démarche avec une coach. J'ai toujours consulté, moi, pour un petit peu m'aider à prendre des décisions, à voir qui je suis. Oui. Les coachs, ça fait juste nous montrer, regarde, c'est ça que tu vis. Puis une autre perspective aussi. Une autre perspective. C'est un miroir. C'est un miroir, mais c'est plus que ça. Ce sont des guides. Puis moi, j'ai consulté, puis j'ai dit, j'ai eu une vision. Puis la vision, c'est que je me voyais en mariée, pieds nus, dans un champ. Puis, fait qu'elle dit, c'est intéressant. Tu es en train de te marier avec toi-même, probablement. Mais j'ai dit, c'est tellement une bonne idée que je vais le faire à 50 ans. Fait qu'à 50 ans, j'ai eu 50 ans à l'hiver 2014. Et j'ai organisé mon mariage avec moi-même à l'automne 2014. Donc, ça fait 10 ans que je suis mariée avec moi-même. Félicitations! Et j'ai organisé une fête. Mais c'était une fête d'amour. C'était un engagement envers moi-même. Tu sais, mon engagement, c'était de prendre soin de moi. Malheureusement, je n'ai pas toujours été bien bonne avec moi. Mais devant témoins. C'est ça un mariage, c'est de partager et de prendre un engagement devant des gens. Puis on a travaillé la cérémonie, puis après je suis partie en Inde, c'était mon voyage de noces. Ah, wow! J'ai dit, si un voyage que je vais faire une fois dans ma vie, je vais aller en Inde. Et je parle souvent du voyage en Inde, qui va faire l'objet aussi un petit peu dans mon livre. Je vais parler de tout ça, parce que ça fait partie, ce voyage-là, du fait que je suis encore là et que j'ai passé à travers beaucoup d'épreuves en étant entrepreneur. Wow. Le chemin de Compostelle d'entrepreneur, le chemin de Compostelle aussi d'épreuves de vie à travers lesquelles j'ai passé à travers. Parce que là-bas, les gens, c'est des extrêmes. L'Inde, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et tu vois la grande pauvreté côtoyer la grande richesse. Tu vois des gens qui n'ont rien, ils ont juste à être. Je me suis surprise, puis là, c'est gros ce que je vais dire, mais je le dis pareil. J'assume ce que je dis entièrement. J'ai vu des gens avec rien, mais je les enviais parce que tout ce qu'il y avait, c'est à être. Il y avait tellement rien dans la vie en termes de matériel qu'il y avait juste à être eux-mêmes. Puis là-bas, il y a des castes, il y a toutes sortes de religions aussi qui cohabitent, assez dans le respect. Fait que tu te dis, hey,
Puis là, tu reviens dans ta société où tu as tout ça, tu as tout, là, en tout cas. Alors, quand je suis découragée, puis que je tombe à genoux, là, les épreuves, puis que je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Comment je vais faire? Bon, moi, je suis un être humain, comme tout le monde. Je repense à ça, puis je me dis, hey, garde, prends une distance, là, respire par le nez, là, puis repense à c'est quoi être. Wow. Et ça m'a permis de passer à travers. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. On parle pas de ça, être dans la société. Il faut tout le temps que tu aies quelque chose puis tu fasses quelque chose. On se valorise par ce qu'on fait. Ben on se valorise même par nos avoirs matériels. Mm-hmm. Mais il est où être? Alors que c'est ce qui est le plus important, être. Ben oui. Être soi, être en accord avec soi, que ce soit pour la santé ou pour être heureux. Le bonheur, là, c'est d'être soi. Oui, exact. Ouais. Et de l'accueillir. Puis est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose, ce mariage-là, en vous? Quelle question! Tu me fais rire. Oui. Ouais? Oui. Disons que j'ai pas été très respectueuse de mon engagement. Je commence à peine à penser à moi dans la vie, à me choisir. Ouais. J'ai décidé que j'allais le faire. Mais j'ai pris une décision. Hein. Des fois, on est pris dans un tourbillon de vie, on pense aux autres et tout ça. Mais je pense que oui. Parce qu'en le faisant, c'était quand même un engagement. C'était quand même une célébration d'amour envers moi aussi. Mm-hmm. Ça, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais c'est de s'aimer assez aussi. Ouais. L'amour envers soi. On oublie, hein? On se fait volte-face. On n'est pas toujours gentil avec soi-même non plus. On est très jugeant, on est très sévère à notre endroit. Ben oui. Plus envers nous qu'envers les autres parfois. Fait que c'est un geste d'amour. Et ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais ma médecine, là, il y a de l'amour. Moi, j'aime mes patients et ça ne me dérange pas de le dire. Parce que je suis devenue médecin pour le facteur humain, pour la relation avec le patient, et il y a de l'amour dans ce que je fais. Il va toujours en avoir. Je ne pense pas être une hors-la-loi parce que j'aime mes patients. Puis j'ose le dire. Le caring, là, qu'on dit, exact. Le tender loving care ou le caring, il est important. Et la relation est importante parce que si tu veux être un bon thérapeute, un bon médecin, il faut qu'il y ait une relation de confiance, il faut qu'il y ait une relation. Ouais. Ben oui. Fait qu'on a dénaturé l'aspect relationnel du professionnel de la santé, du moins en médecine, à cause du système. Il y a bien des médecins que je connais qui le sont encore. On devient médecin pour cet aspect-là, j'espère. Ouais. En tout cas, moi, du moins, je suis devenue médecin pour cet aspect-là. Et il faut que ça revienne. Oui. Mais félicitations parce que c'est vrai que c'est important puis ça doit être beaucoup plus facile connaître ton client quand tu apprends à l'écouter puis tu apprends à l'aimer, on peut dire ça. Tu es un meilleur médecin quand tu connais tes patients. Tu le sais quand ça va pas. Puis même s'il te le dit pas. Parce que dans tout ça, dans la communication, il y a le langage non-verbal. Je ne sais pas si tu connais la PNL, la programmation neurolinguistique, où j'ai fait quelques formations. Okay. Pour moi-même, là, c'était pour moi, me comprendre que j'ai fait ça. Mais on parle beaucoup du langage non-verbal. Ben oui. Hein? 80% de la communication passe par le langage non-verbal. Ouais, puis et 20% par le langage verbal. Oui, c'est assez impressionnant quand tu prends conscience de ça. Là. Oui. C'est énorme là, ce que ça fait. Parce que c'est... comment on dit ça? C'est fondamentalement que ton corps parle, tandis que tes mots sont réfléchis. Il y a plein de processus dans tes mots, mais ton corps, c'est... Fait que repartir des gens, repartir de la base, revenir sur le terrain, apprendre à observer, s'observer, partager nos connaissances, rendre les gens conscients du pouvoir qu'ils ont à l'intérieur sur leur santé. Parce que chacun, on l'a à l'intérieur de soi. Ça part de nous, hein? Tout part de nous. Ben oui. Et le corps ne ment pas. Ouais. Le corps ne ment jamais. Puis j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez Dr. Joe Dispenza? Bien sûr. Ouais, mais ça, j'ai lu son livre, ça fait longtemps, là, mais l'effet placebo,
Vous pensez quoi de l'effet placebo? C'était que ça existe. Ça existe, puis ça serait peut-être même codé génétiquement. Non, mais quand on va dans des congrès de médecine fonctionnelle, on entend tout ça. Puis il y a de plus en plus de preuves scientifiques aussi qu'il y a des choses qui existent. L'énergie, la programmation de l'énergie, la pensée qui peut programmer les cellules, l'effet placebo, ça existe. C'est des principes d'auto-guérison. Ben oui, clairement. Et puis, il y en a même dans la croyance qu'un médicament ou une thérapie fait effet. Il y a toujours un certain pourcentage d'effets placebo. Ouais. Hein? Ça existe. C'est notre pharmacie intérieure. C'est nos pensées intérieures. On a bien plus de pouvoir qu'on pense là-dessus. Il s'agit d'y croire. Oui, c'est ça. Ça existe aussi les principes de guérison. Tu sais, énergétiquement L'auto-guérison, parlant. L'auto-guérison, ça dépend où on est rendu dans le processus qu'on va dire pathologique. Ça dépend si la maladie a gagné beaucoup de terrain ou moyennement de terrain. Parce que j'imagine, plus c'est d'avance, plus c'est facile de s'auto-guérir. Moins tu es rendu loin dans les dégâts ou les dommages dans ton corps, ben, plus tu peux te récupérer facilement. Mais c'est encore une fois, il faut que tu aies conscience de te prévenir au lieu de guérir. Il n'y a pas de te rendre là. Oui, c'est ça. Donc, on peut-tu faire du dépistage précoce? On peut-tu faire de la prévention? On peut-tu être conscient des choix qu'on a à prendre pour rester en santé? Alors, le volet éducationnel est important. Éducationnel auprès de la population, je te dirais, médicale ou les professionnels. Entre nous, on doit s'apprendre à faire les choses différemment puis devenir complémentaires, ouvrir vers d'autres façons de faire puis les utiliser. Puis chaque personne a un rôle à jouer. Hein? On est là pour une raison. Puis, ben c'est ça. Je pense qu'on a vraiment un volet éducationnel et rendre les patients aussi connaissants. Ça, je trouve ça le fun parce qu'ils savent ce qui se passe, ils comprennent, puis ils deviennent vraiment bons à s'auto-gérer, même en matière de santé, mais aussi thérapeutique. Parce que quand on n'est plus dans la maladie ou dans le diagnostic puis un traitement de maladie, on est dans l'ajustement, on est dans le monitoring, on est dans... Des fois, ça va un peu mieux, des fois, ça va moins bien. On n'est pas dans la maladie. On est dans la fatigue. Et je vais te donner un exemple surrénalienne. Ta surrénale que tu as sursollicité, qui est une glande importante, que tu as sursollicité parce que tu es tout le temps en stress chronique, puis tu n'es pas capable de gérer ton stress, bien, tu l'épuises. Elle fabrique plein d'affaires qui sont importantes à faire de l'énergie dans le corps. Hein? OK. Fait que si tu récupères ou si tu gères mieux ton stress, tu ne te rendras pas à la maladie. Tu ne te rendras pas au grand déséquilibre. Le principe de l'équilibre, là, l'équilibre hormonal, l'équilibre de tes neurotransmetteurs, l'équilibre de ta pensée. Puis ça, juste parce que je connais pas vraiment cette glande surrénale. C'est un exemple. Oui, bien c'est ça, mais mettons, c'est que le stress, plus tu vas être stressé, plus ça c'est affecté. Donc... Ben oui, parce que ça va te porter à fabriquer. Admettons, on entend parler le cortisol, l'hormone du stress. Ben, le cortisol, il est nécessaire. Si on n'avait pas de cortisol dans le corps, on serait mort. Ben oui, avec les mammouths. On serait mort avec les mammouths. Fait que l'énergie est importante. Fait qu'il y a des hormones, il y a des neurotransmetteurs. C'est toute une marmite biochimique, ce corps-là, qu'on appelle le métabolisme, qui peut être influencé par tes habitudes de vie. Puis peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais le stress, là, tu sais, les individus, on a tout un niveau de stress qu'on est capable de tolérer. Est-ce que plus tu le tolères, mieux c'est, ou c'est juste, comment je dis ça, c'est juste pire parce que tu as plus de stress, mais tu le ressens moins? Ça, c'est intéressant. Parce que là, tu l'exprimes, tolérance au stress. Moi, je vais te ramener ça à la capacité d'adaptation. OK. La capacité d'adaptation va déterminer si tu es capable de t'adapter au stress, au changement. Parce qu'on vit dans une société qui nous demande de s'adapter continuellement à une vitesse grand V. Ça, c'est le danger actuellement, là. C'est le stress relié à ça.
Hein? On évolue, puis on nous met dans la peur. Tu sais, la peur, là, tout ce qui est véhiculé, les scénarios catastrophes, là, ça vient solliciter ta glande surrénale anti-pépère. OK? Fait que la capacité d'adaptation au changement va être déterminant sur ton avenir santé, puis ton hypothèque santé. OK? Fait que plus tu es capable d'être résilient, de t'adapter au changement, d'avoir une souplesse, d'être spectateur, d'accueillir ce qui se passe, d'être moins en réaction, meilleure va être ta santé à long terme. OK, même si tu es plus enclin à avoir du stress parce qu'il y a plus de changements dans ta vie, si tu es résilient. C'est ça. Si tu es résilient, si tu es capable de t'adapter, la capacité d'adaptation, et ça, c'est teinté de nos pensées, notre culture, notre éducation, hein? L'amour qu'on a reçu, comment on se sent avec soi, quand on a confiance en soi. On ne se fait pas contaminer ou remettre en doute. J'aimerais apporter un point parce que ça vient me titiller. Ta question m'a fait réfléchir. Tu vas voir que je suis une boîte de popcorn. Oui, ben vas-y, j'aime ça. Peut-être que j'ai un petit TDA aussi, là. C'est bien populaire, ça. Oui, c'est ça. L'intuition. Ben oui. C'est quoi l'intuition? Fait qu'en médecine, on peut utiliser notre intuition. Tu sais, notre petite voix intérieure qui nous dit « Ah, je pense que... » Et ça s'est perdu beaucoup dans l'enseignement de la médecine. Mais ça existe, hein, le terme « intuitive médicale ». Moi, j'ai été beaucoup intuitive parce que j'ai une bonne intuition. Mais c'est parce que les gens nous font croire ils nous font douter de c'est nous. pas bon. Mais quand on est vraiment connecté à soi puis qu'on écoute notre intuition, on est sur la bonne voie. C'est quand on doute de soi qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Puis ça, j'aimerais apporter ça parce que ça existe, ça aussi. Ça existe, l'intuition. L'instinct. Tu sais, l'instinct puis l'intuition. Puis on oublie ça. Moi, pour dire en médecine, j'entends jamais intuition parce que j'ai l'impression que les gens pensent que si tu fais de l'intuition, tu vas faire n'importe quoi, tu sais. Mais ça te guide à faire la bonne chose. Avec les connaissances. Exact, oui. Tu sais, il ne faut pas dire que c'est mauvais. C'est comme le terme anecdotique, ça porte un terme très... la science de l'observation peut être très bien faite. Hein? C'est du data aussi. Hein? Les data, c'est les données. Quand on parle de données probantes, on peut parler de données observationnelles dans un cadre très bien fait. Okay? C'est dans la structure de l'expérience ou de l'observation que là, ça peut être bon ou pas bon. Et c'est vrai pour les données probantes aussi. Parce que venant du monde de la science, on peut faire dire ce qu'on veut à des données. Ben, c'est comme entrepreneur avec les chiffres. Tu fais dire ce que tu veux. D'interprétation. Ben oui. Hein? Entrepreneur. Puis même dans des cadres de comptabilité, tu peux calculer de différentes façons. OK? Fait que c'est de relativiser tout ça. Là. J'amène des nuances. OK? Parce que le monde dit « Ah non, c'est de même, c'est de même. » Non, c'est jamais de même dans la vie. Il y a toujours quelque chose qui peut jouer. L'art de savoir-faire. Et ça vient avec l'expérience, ça vient l'expérimentation, l'expertise, c'est d'apprendre à observer. Puis, est-ce que vous avez toujours été connecté à cette intuition-là depuis jeune? Probablement. Ouais. Mais je l'ai ignoré longtemps. Qu'est-ce qui a fait? Ou j'ai remis en question longtemps. Ouais, c'est ça. Parce que je n'avais pas confiance en moi. C'est où que les humains sont blessés le plus dans leur vie, puis vulnérables? C'est dans la confiance en soi. Ah ouais, OK, Oui. C'est quand l'estime de soi, la confiance en soi. Ça part de là que... Ça part de là. Que tu vas prendre action, que tu vas suivre justement ton intuition, que tu vas prendre des décisions, c'est tout par rapport à ça. Je te fais réfléchir. Hein? Ouais, c'est bon, j'aime ça. Puis y a-tu eu un moment que vous avez vu que là, je suis plus mon intuition ou c'est vraiment à travers les années? Ben, c'est à travers les années. Ouais. Ça sert à ça, avancer en âge. Ben oui. Je dirais pas vieillir. La sagesse. Ça sert à ça. Ça sert à ça, les épreuves. Ça sert à ça, tomber à genoux, se relever. Ça fait de nous des gens qui sont peut-être plus en conscience, plus capables aussi de transmettre un message en bienveillance, sans jugement. Le jugement aussi, ça peut faire mal, hein? Ça peut faire mal. Puis comment qu'aujourd'hui vous voyez ça? On a le droit d'être qui on est. Ouais. Puis à travers mes réflexions puis mon parcours,
Il y a un mot qui me revient aussi, c'est la liberté. La thématique de la liberté. Tu sais, on vit des moments un peu tumultueux hein, dans notre société où on n'était pas conscient de notre liberté. Liberté d'être, liberté de choisir, liberté de penser. C'est important de se sentir libre, de ne pas se sentir pris. Hein. C'est quand on se sent pris qu'on réagit ou qu'on on veut défoncer des murs. Alors, mais ça part aussi de l'intérieur, le sentiment de liberté. Oui, parce que si tu as de la liberté, c'est que tu es capable de te respecter aussi. Absolument. Absolument. C'est une belle... On est bien connectés. Ben oui. Oui. Mais j'aimerais ça aller justement un petit peu dans l'aspect un peu plus spirituel, si on veut, âme et corps. Tu m'avais parlé de ça, que tu as quand même une pratique, tu sais, pensée, médecine fonctionnelle, pensée et corps. Qu'on s'en va plus un petit peu dans... mind, body and spirit. Ouais, c'est ça, mais dans le spirit, là, comment toi tu vois ça? C'est sûr que dans la médecine, telle qu'on nous demande de la pratiquer, on va s'occuper plus de la pensée puis du corps physique. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le soul, l'aspect spirituel ou l'aspect croyance. En fait, ça ne veut pas dire de l'encenser, mais moi, je pense qu'il faut le respecter. Je pratique une certaine spiritualité. Moi, je crois pas qu'on est juste qui on est, puis qu'on est dans le grand pouvoir. Je pense qu'on fait partie d'un tout. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité. Je pense qu'on est énergie. Je pense qu'on peut, par notre pensée, influencer notre environnement ou les gens avec qui on interagit dans la vie, que ce soit comme médecin ou comme dans nos amitiés ou dans nos relations, dans notre vie personnelle. Je pense qu'il faut retourner un petit peu à dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, avoir l'humilité de ça. Fait que oui, je pense qu'il y en a un aspect spirituel. Il faut arrêter d'être dans le matériel, puis dans l'argent. Il y a bien plus que ça dans la vie. Ben oui, clairement. Puis tu sais, peu importe on l'appelle comment, il y en a qui disent Dieu, il y en a qui disent univers, il y en a qui disent la vie, il y en a qui disent... La conscience, la divinité, la grande conscience. Ben, moi, personnellement, j'y crois. Puis, mais je respecte les croyances des autres. Mais il faut être conscient que nos croyances influencent aussi notre santé. Tu sais, quand on parle de médecine fonctionnelle, c'est que les croyances peuvent influencer comment on pense, comment on va accueillir un traitement. Les religions vont faire ça aussi. Il y a certaines religions qui disent que tu ne peux pas avoir, admettons, une transfusion sanguine. Il faut comprendre jusqu'où ça va, ça. On est qui, nous, pour dire « Hey, non, t'as pas raison, puis moi, j'ai raison. » C'est un peu ça, là. Tu sais, on amène une nuance ou une réflexion par rapport au fait de qui dit la vérité. Et où la vérité, Francis? Ça m'amène à amener une autre question dans notre réflexion aujourd'hui, là. On a raison par rapport à ce qu'on croit, mais on n'a pas à dire à l'autre qu'il n'a pas raison dans ce qu'il est puis dans ses croyances. Parce qu'il croit autant que nous qu'il a raison. Puis c'est vrai, les deux, on a raison. C'est ça qui est beau de la vie. Un coach de vie qui m'a déjà dit « T'as raison en autant que moi, j'ai raison. » C'est vrai. Ben oui. On est qui, nous, pour dire qu'on détient la vérité? C'est un peu difficile parce que la médecine conventionnelle ou la médecine qu'on nous demande de pratiquer nous met dans un carcan où on n'a pas beaucoup le droit de sortir des sentiers battus. Et moi, je l'ai fait. Mais je l'ai fait en étudiant, en allant voir comment ça se fait ailleurs, en développant mes protocoles. J'ai investi là-dedans, corps et âme et argent, oui, c'est ça. à développer des façons de faire qui respectaient plus les principes de médecine fonctionnelle ou de médecine intégrative, tout en restant en accord avec la médecine conventionnelle, le plus possible, disons. Donc, la science et l'expérience pour ramener des façons de faire qui aident vraiment les patients à aller mieux. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais
on est qui pour dire que nous, c'est de même, puis Ouais, c'est comme ça, puis wow, là, ça se fait ailleurs, ça aide du monde ailleurs, il faut ouvrir, faut être moins rigide, faut permettre ça, parce que les patients au Québec doivent avoir accès à ça, et là, je ne veux pas aller dans les détails, mais ça aussi, tout ce que j'ai fait, c'est pour ramener ça ici, parce qu'on a quand même du chemin à faire face à certaines pratiques ou face à des approches complémentaires qui sont extraordinaires puis qui aident des patients à aller mieux. Il faut les accueillir puis mettre tous ensemble nos connaissances, nos ressources, nos façons de faire pour que ça soit accessible au Québec. Puis tu sais, même et aux ça, Québécois. Oui. Clairement. Puis j'imagine qu'il y a quand même une limite pour vous. Tu sais, il y a un ordre professionnel. Ça doit être quand même... Je pense que les ordres professionnels doivent, ou j'espère, qu'ils sont conscients qu'il faut qu'il y ait des changements, qu'il faut qu'il y ait une ouverture. Pour avoir rencontré certaines personnes, je pense qu'il y en a qui le savent. Mais tu sais, le changement, c'est difficile. Il y a une résistance. Hein? On se sécurise dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait. Les nouvelles affaires, ça fait peur. Oui. Hein? Parce qu'on ne sait pas. L'ignorance fait peur. Les gens qui sont dans l'ignorance vont être plus facilement contrôlables ou contrôlés. Fait que je dis pas que c'est les ordres professionnels, là. C'est la société en général. Là. Fait que d'éduquer, de rendre les gens conscients et connaissants, ça peut être une menace. Ça peut être une menace pour l'ordre établi. OK? Que ça soit politique ou autre. Là. Oui, moi, je parle général. Là, clairement. OK? Mais en même temps, ça fait d'une société beaucoup plus solide, beaucoup plus en capacité décisionnelle pour enligner. Moi, je pense que ça donne des meilleurs résultats ou des meilleures décisions. Mais c'est épeurant pour tout le monde. Oui, clairement. Ah ben, c'est fantastique. J'adore le message aussi, puis l'humain. Tu sais, la façon que vous parlez, la façon, tu sais, la culture, la philosophie, d'amener ça en tant que médecin, entrepreneur. Ce message-là, comme tu viens de dire, je pense qu'il faut l'avoir partout, le plus possible. Puis... Tu sais, Francis, quand je suis en entrevue, moi, je parle avec mon cœur. Tu es devant une personne qui est, je pense, bien authentique. L'intégrité, c'est important. Puis je parle avec mon cœur, mon âme, et tout ce que je fais dans la vie, c'est comme ça. Alors, je pense que ça fait de moi quelqu'un qui passe un message qui est positif, qui redonne l'espoir à ses patients, c'est pas de la bullshit, là. C'est vrai, OK? Alors, j'espère que je vais pouvoir contribuer à influencer d'une façon positive, puis donner le goût à d'autres de prendre ce chemin-là, le chemin de la différence, le chemin d'une médecine humaine. Je souhaite que les médecins, les patients se reconnectent à eux-mêmes pour être heureux, être bien, être en santé. Puis comme je l'ai dit, la santé, ça coûte moins cher que la maladie, puis on peut s'en aller vers la santé. Il s'agit juste de le décider en tant que société aussi. Tout le monde ensemble. Oui. Un par un. Un par un. Ensemble, mais un par un. Ouais, c'est ça. Chaque petit pas à la fois. Les plus petits pas possibles pour ne pas trop déranger, les 4 P, puis arriver aux 5 P. Partenariat privé-public, patient-prévention, si on parle de ça. Mais au-delà de ça, une société qui est en meilleure santé, que ce soit en santé mentale, physique, énergétique ou même spirituelle. Ben oui. Puis si vous me permettez une dernière question. Bien sûr. Je pense que vous connaissez quand même bien la maladie de Lyme. Est-ce que je me trompe? Oui. Ouais. J'aimerais ça parce que c'est rare quand même que j'entends parler de ça par des médecins. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oh my God! C'est un gros sujet, ça pourrait être un épisode juste ça. Là, mais... En fait, c'est difficile de soigner les patients de la maladie de Lyme au Québec. J'ai
J'ai beaucoup, beaucoup étudié pour essayer d'amener une certaine façon de pouvoir aider. Moi, je trouve que c'est une catastrophe d'être affligé de maladies ou d'infections chroniques. Hein. On s'est réveillé avec la COVID longue, là, parce que la COVID nous a réveillé que les infections pouvaient causer des symptômes multisystémiques, que ça pouvait créer de l'inflammation dans le corps physique, puis causer plein de symptômes que la médecine conventionnelle a un peu de misère à analyser ou à voir. Comment traiter, comment aborder les patients qui sont affligés d'infections chroniques. C'est des patients souvent qui ont été invalidés dans ce qu'ils vivaient. Il y a eu beaucoup d'errance médicale, de jugement. C'est dans votre tête, ça n'existe pas. Toutes sortes de choses que j'entends dans mon bureau. Les patients me rapportent ça. Puis moi, je me suis dit, non, ça se peut pas. Ça existe ailleurs. C'est pas vrai que ça n'existe pas ici. Ça, c'est une autre affaire. On est qui, nous, pour dire que ça n'existe pas, alors qu'il y a des médecins puis il y a des professionnels de la santé qui traitent ces patients-là depuis 30, 40 ans, puis arrivent à amener des patients avec une meilleure qualité de vie, avec une rémission. Alors, je me suis donné la mission d'étudier, d'apprendre. Ça fait plus de 8 ans que je développe mes connaissances, ayant un bagage de micro, parce que j'ai fait un bac en microbiologie, donc j'ai étudié bébite aussi là, dans mon passé. C'est bon. Fait que je pars pas de nulle part. Là. J'ai des connaissances, puis j'ai un bagage pour faire ça. Wow. Fait que j'ai développé mes connaissances, j'ai développé un parcours, j'ai investi, je veux collaborer avec des médecins qui ont des champs d'expertise et donner ça accessible aux patients du Québec. Mais c'est très difficile parce que c'est pas encore reconnu comme pratique. J'ai pris des risques calculés en me formant, en développant mon expertise, et je l'ai, l'expertise, mais je sors vraiment du contexte de la pratique qu'on nous demande de faire. Alors, j'ai pris des risques pour les patients, puis pas n'importe comment. Et je vais continuer à développer mes connaissances, mais j'espère qu'on va me permettre de continuer à aider les patients du Québec qui parfois sont obligés d'aller ailleurs pour avoir accès à cette médecine-là. C'est une approche de médecine fonctionnelle. On ne peut pas aborder ces maladies parce que c'est complexe. C'est très complexe. C'est un défi aussi pour les professionnels de la santé d'accompagner les patients parce qu'ils sont souvent encarcanés dans la maladie depuis de nombreuses années. Et il faut y aller un petit pas à la fois. Il faut les responsabiliser aussi. Alors, il faut avoir une approche qui est multimodale. Il faut travailler sur la programmation de leur système limbique face à leurs symptômes, face à la maladie aussi. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui va bien si son corps lui dit qu'il ne va pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup de façons d'aider ces personnes-là, puis ça prend un village ou ça prend une équipe pour le faire. Fait que c'est de l'investissement que j'ai fait, puis je tends la main au public depuis quelques années pour montrer le chemin. Je veux faire former d'autres professionnels de la santé. Si je ne peux pas le faire sur le terrain en intervenant, au moins je vais essayer d'amener les connaissances puis d'éduquer ou de former d'autres professionnels de la santé face à cette réalité-là. Et c'est pas fini, là. Ça va juste augmenter avec les changements climatiques. On va avoir des nouvelles bébites qui vont apparaître. On a eu la COVID qui est apparue, puis on voit bien que ça peut donner des symptômes qui perdurent, puis qui minent la qualité de vie de ces gens-là, puis les rendent non fonctionnels. Alors, il faut y voir. Parce que c'est ça que vous dites, c'est pas juste la maladie de Lyme, c'est ce type de... C'est des infections chroniques. On parle d'infections chroniques. On parle d'infections qui dorment dans le corps de plusieurs personnes. On a tous des agents pathogènes ou du matériel génétique dans notre corps d'agents pathogènes qui dort là. Fait que si notre système immunitaire est à terre, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille la souris qui dort dans ton corps. Et puis là, ça peut réveiller des agents infectieux qui vont causer autant des cancers que des maladies autres, inflammatoires, et j'en passe. Donc, des symptômes multisystémiques
qui vont aggraver ou rendre Mhm. les gens malades. Alors, c'est important de travailler sur notre système immunitaire. Puis comment on peut travailler sur notre système immunitaire? En étant zen. Une des Ah façons, ouais, hein? en mangeant bien, en prenant peut-être certains suppléments. Mais si tu es toujours dans le stress chronique, tu baisses tes barrières immunitaires. Tu es plus vulnérable à toutes sortes Mhm. d'infections ou toutes sortes de maladies aussi. Fait que quand on dit que tout est connecté, puis c'est du mind, body and spirit, ben ça, c'est important d'y penser parce Oui, oui, que oui. ça va booster ton système. Si t'es zen, là, puis t'es relax, là, ton système immunitaire, il va être en meilleure santé. Ah, wow. Oui. Il y a beaucoup de concepts aussi qu'on ignore en médecine, que les cellules se parlent. You won't get better if you don't feel safe. Tu peux pas te sentir bien si tu te sens pas en sécurité. Mhm. Donc, les cellules vont répondre à des stresseurs, on a des Ah ouais. concepts de Cell Danger Response. C'est des concepts des années 90, mais qui ont de plus en plus de preuves que ça existe Wow. et que ça influence la santé, que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau de ton organisme. Fait que là, c'est la scientifique Oui. qui C'est parle, mais tu intéressant, sais, oui. j'ai lu, j'ai vu, j'ai observé. Alors, je ne parle pas à travers mon chapeau. Mhm. Il y a des scientifiques à travers le monde qui ont développé des belles connaissances, mais il faut être à jour face à ça, puis utiliser tout ce qu'on peut pour amener une médecine de meilleure qualité, puis aider les patients à aller mieux. Notre mission, là, c'est d'accompagner. Ouais. Puis de dire, hey, il y a toutes sortes de façons de faire, puis on va choisir la meilleure ensemble pour que ça marche pour vous. Puis on y va une étape à la fois. Wow. C'est de même qu'il faut faire. Ben, bravo pour Parce que votre quand on engagement. veut tout brasser, ben... Ça marche pas. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer à développer cette pratique-là. Mais il y a quand même une résistance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un drôle de mouvement, pas juste ici au Québec, à travers le monde. Mais c'est les patients puis les gens qu'il faut qu'ils demandent d'avoir accès à ça. Moi, je n'ai pas de pouvoir par rapport à ça. Mais les patients peuvent avoir dire, hey, nous autres, on en veut de cette médecine-là ici. C'est à eux autres que ça appartient d'avoir accès à ça. Ben merci encore une fois. C'est très inspirant de t'entendre puis de voir ton engagement aussi. Là, c'est ça que je trouve fantastique. Ta mission que tu as, on la sent, puis je te félicite. Ça, Francis, jamais personne va pouvoir me reprocher mon engagement. Mon engagement vis-à-vis ma passion qui est la médecine, mon engagement vis-à-vis l'humain. Puis mon engagement vis-à-vis de le faire dans la bienveillance et l'amour. Wow. Alors, je te remercie de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup. Puis à tous ceux qui nous écoutent, c'est où qu'on peut te rejoindre au besoin? La clinique Ben, ou... la clinique CMIE, mais moi, malheureusement, je suis rendue pas mal prise. Alors, ce que je vais faire, ben, il y a d'autres professionnels de la santé. On est une grande équipe au CMIE. Oui, c'est il y a des professionnels extraordinaires. On travaille aussi en collaboration dans le réseau avec d'autres professionnels de la santé qui soient de d'autres champs de pratique. On va probablement avoir des masterclass. Je vais le faire, au lieu d'être du one-on-one, probablement qu'on va faire plus de présence au niveau des médias sociaux, au niveau de programmes éducationnels qu'on va essayer de rendre accessibles et accrédités ou certifiés. OK? Puis, ben c'est ça. On vous invite à aller googler notre site web, cliniquecmie.com. J'ai mon site à moi, drlindeshotels.com, où je vais mettre certaines vidéos, certains articles. Il y a des ateliers aussi. Des ateliers. On va continuer notre mission d'éduquer autant les professionnels de la santé que les patients. Moi, je veux redonner de l'autonomie aux patients aussi. Ben oui. Qui dépendent le moins possible de nous ou des autres, mais d'eux-mêmes. Alors, c'est comme ça que vous pouvez nous retrouver. Puis, ben, le livre, on l'espère, va sortir probablement en printemps 2025.
OK. Ah, ben super. Fait qu'on va mettre les liens aussi dans la description. Fait que si les gens veulent aller voir ça, ben juste à cliquer dans les liens. J'ai une Vas-y. plateforme aussi éducationnelle. Ça, je veux en parler parce que c'est quand même un projet que ça fait 2 ans et demi que je fais avec une naturopathe, Véronique Bourbeau, qui s'appelle masantémeshormones.com, qui est une plateforme éducationnelle sur le rôle des hormones sur la santé. Mais pas juste à prescrire des hormones. On parle d'alimentation, on parle de comment on peut moduler de différentes façons notre santé hormonale, notre équilibre hormonal. Alors ça, c'est un gros projet. C'est 55 à 60 heures d'éducation en ligne, des modules, de la revision de la littérature, à le verbaliser, à le vulgariser pour que ça soit compris. Oui. La vulgarisation scientifique, c'est important aussi pour que les gens comprennent de quoi on parle, hein, parce que des fois, on pense qu'on est clair, mais on l'est pas. C'est ça. On a notre langage, comme toi en construction. Oui. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est important. C'est un projet qui a été important. Puis on fait des séminaires au Spa Eastman aussi sur la santé hormonale où on vit des expériences, accompagner les participantes. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, moi, j'étais rendue dans ma vie à me faire plaisir. Ben, c'est incroyable, à développer des projets, le fun. Je vais avoir du fun. Ben, ça paraît. Hein? On aime ça. En plus, vous avez, on n'a pas parlé vraiment là, des hormones et tout ça. Vous êtes quand même aussi, je pense, spécialisé là-dedans. Oui, j'ai développé un champ d'expertise. Un champ d'expertise, oui. OK, fait que ça sera une autre fois, mais je sais qu'il y a plein de vidéos aussi qui existent de vous. Il y a le documentaire justement avec Véronique aussi, Cloutier. Il y a plein d'endroits qu'on peut voir si vous voulez parler, en connaître plus avec Dr. Lynn Deshôtels sur les hormones. Donc, un gros merci à toi. C'était un plaisir. Merci, Francis. De vous accueillir. Continue ta belle mission. Merci beaucoup. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Puis merci à tout le monde qui écoute. Encore une fois, si vous voulez partager cet épisode-là, je pense que ça peut être super intéressant. Il y a eu plein de belles valeurs à travers ça. Puis il y a peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir vous aider à grandir dans le système puis à changer quelque chose par rapport à ça. Fait que n'hésitez pas à partager, ça nous fera un grand plaisir. Merci, Francis. Merci à vous.